Chapitre 1. Une affaire de village. La fête de Willowbrook était le genre d'événement qui marquait le cœur de l'année villageoise. Elle avait été planifiée des semaines à l'avance, et les villageois, toujours impatients, en parlaient avec une excitation feutrée, comme s'il s'agissait du plus grand événement du Hampshire. Les stands étaient installés sur la pelouse, sous des guirlandes de chênes et d'ormes, et la cloche de l'église, avec une dignité quelque peu fêlée, sonnait l'heure à laquelle le vicaire donnait sa modeste bénédiction. C'était un après-midi ensoleillé, malgré les nuages blancs et hauts qui déferlaient au loin. Les roses du jardin retombaient sous la chaleur, la limonade coulait à flots, et l'air était chargé de bavardages, de spéculations sur la météo, les bêtises des enfants, et l'avenir du gâteau éponge de Madame Willoughby, attendu, comme toujours, pour remporter le prix tant convoité de la pâtisserie. Miss Jane Marple, du village voisin de St. Mary Mead, avait été persuadée d'y assister par sa vieille amie Madame Bartlett, une veuve vive et douée pour les comités. Miss Marple, impeccable dans sa robe d'été pâle et son chapeau de paille, observait l'agitation avec sa douceur habituelle, son sac à tricot à ses côtés. Malgré un léger sourire sur ses lèvres, rien ne manquait à ses yeux bleus. La fête était en apparence tout en gaieté. Mais Miss Marple, qui avait vécu assez longtemps et en bonne santé pour savoir que la gaieté cachait souvent autre chose, remarqua un curieux courant sous-jacent. Quelques remarques un peu trop acerbes entre M. Penrose, le marguillier, et la nièce de Mme Bartlett. La manière délibérée dont le jeune Michael Fielding évitait le regard de l'institutrice, et le léger tremblement de la main du vicaire lorsqu'il accepta une tasse de thé. C'est cependant lors du divertissement le plus apprécié du village, le spectacle de charité à la salle, que la gaieté de la journée s'est transformée en allaitement. La petite assemblée s'était rassemblée avec enthousiasme dans la salle paroissiale, où l'air était étouffant de fleurs et de cire de bougies. Une pièce de théâtre avait été montée, une pièce comique choisie pour mettre en valeur les talents des villageois. Personne ne s'attendait à autre chose qu'à un amusement bon enfant. Pourtant, alors que le rideau tombait sur le deuxième acte et que le public applaudissait avec un enthousiasme rustique, un cri strident interrompit les applaudissements. Madame Howard, assise au premier rang, s'était levée brusquement, le visage blême. Là, affalée sur sa chaise, serrant toujours une paire de jumelles de théâtre, une affectation qu'il avait toujours tenue, se tenait le colonel Frobisher. Son menton reposait maladroitement sur sa poitrine, et aucune des secousses de ses voisins ne parvenait à le réveiller. Au moment où le médecin fut appelé de sa place à l'arrière, le verdict était sans appel. Le colonel Frobisher était mort. Les jumelles lui glissèrent des mains et tombèrent sur le sol, étrangement fragiles dans le silence qui suivit. La fête se réduisit à des murmures et des pas précipités. Les villageois, malgré leur stupeur, élaborèrent sans tarder des théories sur un ton pressant. « Un cœur faible », murmura M. Penrose. « Plutôt du poison », dit la nièce de Mme Bartlett, un peu trop vivement. « Il a toujours eu des ennemis », murmura Mme Howard, connue pour son goût pour le drame. Miss Marple ne dit rien. Elle observa plutôt la curieuse façon dont le verre de cordial du colonel était resté intact à côté de lui, le léger parfum d'amandes amères qui flottait dans l'air, et le fait que personne ne semblait remarquer que les jumelles, autrefois si fermement tenues par lui, avaient maintenant complètement disparu. Elle croisa les mains, le regard pensif. La mort était arrivée à Willowbrook, rapide, soudaine et choquante. La police arriverait sans doute avec sa certitude habituelle, mais Miss Marple pressentait déjà que la vérité, comme toujours, ne résidait pas dans les apparences, mais dans les détails subtils et méconnus de la nature humaine. Chapitre 2. Chuchotement sur le verre. Le lendemain matin de la fête, Willowbrook était un endroit différent. La lumière du soleil entrait à peu près de la même manière, douce et agréable sur les chaumières blanchies à la chaux et les haies bien taillées qui les entouraient, mais le village lui-même poussait de brefs soupirs étonnés.
Les rideaux se levèrent un pouce plus tôt que d'habitude pour jeter un coup d'œil dans la ruelle. La cloche de l'épicier tintait sans cesse, tandis que 3 clients tentaient de parler en même temps. Même les corbeaux dans les ormes du presbytère croassaient avec une certaine insistance scandalisée, comme si la nature elle-même avait pris parti et trouvait la situation bien anormale. Miss Marple déjeunait dans le cottage de Madame Bartlett, planté de vignes, sur High Street, ses serviettes à bord crochetées étant posées avec la même précision que des lignes de régiment. La veuve, qui avait trouvé une forme de courage dans les comités et une certaine détermination dans l'étiquetage des pots de confiture, était très pâle et tour à tour très bavarde. « Dire, dit Madame Bartlett, les mains jointes autour d'une tasse de café refroidi depuis longtemps, que le colonel, oh, il pouvait être un peu cinglé, c'est sûr, allait comme ça, au premier rang et sous les plus beaux pélargoniums que j'ai eus depuis des années. » Miss Marple, qui avait constaté que les gens en disaient plus lorsqu'on leur permettait de parler le plus, acquiesça avec sympathie. Quel choc pour le système! Et si soudain! Le docteur Lister était tout en vivacité, mais j'ai vu à sa bouche, il est très honnête, qu'il a tout de suite compris qu'il n'y avait rien à faire. Je suppose que les gens de sa profession apprennent à parler peu parce qu'ils en savent beaucoup. Le docteur Lister est un homme sensé, dit mademoiselle Marple. Elle beurra une seconde tranche de pain grillé avec parcimonie. Quelle tristesse pour madame Howard! Elle semblait complètement bouleversée. Très théâtrale, répondit madame Bartlett, rougissant légèrement devant sa franchise. Cela paraît peu charitable. Peut-être leste, seulement, eh bien, elle aimait toujours les scènes, et son fils Charles est incapable de gérer ses nerfs. Les Howard étaient assis juste à côté du colonel. Elle dit avoir entendu un soupir. Madame Bartlett se pencha en avant pour insister. Un soupir épouvantable, comme un soufflet crevé. Un soupir, répéta Miss Marple. Oui. Elle se souvenait du silence qui s'était installé lorsque les jumelles l'avaient claqué sur le parquet. Elle se souvenait aussi que le cordial du colonel n'avait pas été touché. C'était curieux. On pourrait croire qu'un homme assis devant une pièce dans une salle chauffée aurait besoin de s'humecter les lèvres. Et il y avait eu, si l'on en croyait ce fantôme insaisissable d'odeur qui avait persisté puis disparu, quelque chose d'amer, évoquant l'amande. Cyanure, pensa Miss Marple sans altérer son expression. C'était un mot laid pour une table de village. Et pourtant, la laideur ne se limitait pas aux villes. « La police va-t-elle venir immédiatement ?» demanda madame Bartlett, étouffée par son anxiété. « Serait-il de Much Benham ou de Stourton? On entend parler d'un surintendant Grange, même si ce n'est peut-être que dans les romans. J'espère que le responsable sera compétent, dit Miss Marple. Elle s'apprêtait à ajouter une remarque sur la nécessité de la patience, un conseil qui, elle le savait, était rarement réconfortant, lorsqu'un bruit de voiture interrompit le silence. Madame Bartlett se précipita vers la fenêtre. Voilà, exactement, 2 messieurs en veste noire. Oh, comme c'est très officiel. Miss Marple ne se leva pas. Elle observa plutôt l'ombre de la voiture qui passait devant le cottage à un rythme soutenu, en direction de la salle paroissiale et, au-delà, du presbytère. Elle éprouvait une méfiance désuète envers l'agitation. La vérité, d'après son expérience, se déchiffrait mieux au crochet qu'à la corde. « Peut-être, mon cher, dit-elle enfin, pourriez-vous m'en dire un peu plus sur le colonel Frobisher? Je l'ai déjà vu, bien sûr, un homme à l'allure militaire avec une magnifique moustache. » Madame Bartlett exprima un mélange d'approbation et de désapprobation typiquement anglais. « Oh, une terreur, certes, si on la contrariait. Brusque. Absolument sûr de ses propres jugements. Il vivait aux Zoli, vous connaissez? Une maison en briques rouges. Devenue un peu trop rouge avec le temps et le lierre, assez grande pour un homme et une gouvernante. Il avait des opinions sur l'entretien des terrains de croquet, le comportement des enfants aux vêpres et la gestion des comités. » Elle soupira. « On s'est disputé la billetterie du concert du printemps dernier. Il avait tort, évidemment. »« Naturellement, » murmura Miss Marple, et elle s'autorisa un sourire fugace. « Il était généreux parfois, » ajouta madame Bartlett.
comme si un observateur intérieur de l'équité lui avait tiré la manche. Il a offert la coupe d'argent pour l'exposition horticole. Mais il y a eu des disputes, de l'argent comme toujours. Il en avait prêté, je crois. Et il y a eu des désagréments concernant les limites. Le fermier Gill dit que le colonel a déplacé un poteau de clôture d'1 demi-mètre pendant l'hiver. Je ne devrais pas prétendre en connaître les droits. Elle toussa et baissa la voix. Et il y avait un neveu. Oh, capitaine ou lieutenant. Harry Frobisher. Plutôt beau mais sombre. Il est arrivé en mars et y était resté 15 jours. Cela ne s'est pas bien terminé. Des voix se sont élevées. On a entendu le colonel lui ordonner de quitter la maison. On disait qu'un testament pourrait être modifié. Mais il ne faut jamais trop croire ce qui se dit. Non, acquiesça doucement Miss Marple. Mais il faut s'en souvenir. Ils finirent leur petit déjeuner dans ce calme étrange et déterminé qui suit un choc. Lorsqu'ils s'engagèrent dans le chemin, le village leur parut soudain envahi par une foule de désirs, parfois réels, la plupart inventés pour permettre de rencontrer ses voisins. Madame Bartlett, toujours aussi attirée par les nouvelles, fut instantanément attirée par un petit groupe de femmes près de la boîte aux lettres. Mademoiselle Marple choisit de prendre le chemin le plus long jusqu'au pré, un chemin qui la conduisait devant l'école et le portail du presbytère. À la grille de l'école, un garçon balayait les feuilles mortes avec une énergie qui laissait penser qu'il se servait comme punition. L'institutrice en personne, mademoiselle Hartley, au teint neutre et réservé, se tenait sur les marches, les bras croisés. « Oh, Miss Marple, dit-elle, comme si la familiarité était un défaut pour lequel elle devait immédiatement s'excuser. Une histoire épouvantable. Les enfants sont surexcités, naturellement. La mort au théâtre. Ils voient ça comme une prolongation de la représentation. J'ai dû me montrer très ferme. Vous êtes sans doute à la hauteur de la tâche, dit Miss Marple, et elle jeta un coup d'œil au-delà de l'école, sous l'orme, où le jeune Michael Fielding rôdait avec un intérêt excessif pour un garçon qui feignait de ne pas avoir de temps pour l'autorité. Il avait évité le regard de Miss Hartley à la fête. Miss Marple en prit note. Au moins, ajouta mademoiselle Hartley avec une légèreté prudente. Les manières du colonel ne manqueront pas aux remises de prix. C'était une remarque étonnamment franche qui la fit rougir dès qu'elle fut prononcée. Pardonnez-moi, il ne faut pas médire. Il faut dire la vérité, répliqua Miss Marple avant d'ajouter, après un silence où Miss Hartley sembla se débattre. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel la nuit dernière? Un mouvement, un bruit. Le visage de l'institutrice se calma, comme si un store lui avait été tiré. Seulement l'évidence, s'écria madame Howard. Il y avait une odeur, quelque chose de piquant, comme, oh, je ne sais pas. Et les jumelles. Il les avait quand le rideau est tombé, j'en suis sûr. Et puis, la police me trouvera ridicule. Alors elle n'était plus là. Pas du tout bête, dit Miss Marple. Ce sont souvent les petites choses qui sont le plus soignées par ceux qui craignent d'être découverts. Merci, Miss Hartley. Elle poursuivit son chemin, laissant l'institutrice à ses pensées et à ses congés, et arriva enfin au presbytère, où un agent de police se tenait debout, avec la solennité particulièrement impassible de son espèce. Il toucha son casque et dit que l'inspecteur Pierce était là si madame avait des affaires à faire. Miss Marple, qui n'avait d'autre occupation qu'un léger intérêt pour les fleurs, admira une bordure de marguerite de la Saint-Michel jusqu'à ce que le vicaire en personne, le révérend Topham, apparaisse, les mains crispées de détresse. « Ma chère Miss Marple, vous étiez présente, hélas. Vous avez vu... Oh, ça me fait mal d'en parler. C'est une grande tristesse, dit Miss Marple du ton apaisant avec lequel elle abordait le mal de tête d'un enfant. Mais dites-moi, monsieur Topham, le colonel prenait-il la Sainte Seine régulièrement? Le vicaire cligna des yeux. Non. C'est-à-dire oui à Pâques, pas autrement. Il était plutôt sévère envers les défauts des autres, et plutôt indulgent envers les siens. Mais ce n'est pas rare chez chacun d'entre nous. Et il n'y a pas eu de querelle entre lui et la paroisse ces derniers temps? Oh, ma chère madame! Le désarroi du vicaire devint pragmatique.
Il y a toujours des disputes. Le toit, les gouttières, le cœur, mais rien, assurément qui... Il agita la main, impuissant. L'inspecteur Pierce m'a demandé si le placard de la salle paroissiale était fermé à clé hier après-midi, là où sont conservés les rafraîchissements. Je ne saurais le dire précisément. Il y avait une douzaine de clés en circulation. Ce n'est pas vraiment un placard, mais plutôt un lieu de rassemblement pour tout. Des lampes à pétrole au recueil de cantiques. Tout à fait, dit Miss Marple. Merci. Elle ne demanda pas à voir l'inspecteur, pas encore. C'était sa façon de faire, ne jamais se mettre en avant lorsqu'un homme tenait à être officiel. On lui dirait ce qu'il fallait qu'on lui dise, et ce qu'on ne lui dirait pas pourrait être plus instructif que de longs discours. Sur le green, l'air était joyeux et indigné. Madame Gill tenait de source inattaquable, la sienne, que le colonel s'était disputée avec M. Penrose au sujet d'un prix de tombola. Madame Penrose, pour sa part, soutenait que son mari avait été la bonté même, tandis que Madame Howard, pâle comme une hostie, mais désireuse de compagnie, avait déjà répété sa remarque sur le soufflet crevé à au moins 6 auditeurs. 2 factions distinctes se formaient sur la question cruciale de savoir si la mort du colonel pouvait être décemment attribuée à des causes naturelles, ce qui consolait ceux qui craignaient d'avoir été à portée de main de la méchanceté, ou s'il fallait avoir le courage d'admettre que, pour paraphraser la vieille infirmière Bartlett de St. Mary Mead, une chose odieuse avait été commise, et ce, intentionnellement. Miss Marple écoutait, ratissant mentalement avec un peigne qui n'en avait pas l'air. Parmi les nombreux fils, elle en sélectionna une petite poignée qui s'accrochait. Premièrement, M. Penrose avait effectivement disputé le colonel au sujet d'une liste de souscription. « Vous ne pouvez pas refuser Madame Beckett, » avait dit le colonel. « Elle nourrit la moitié du village en légumes. » M. Penrose avait rétorqué que la charité devait être aussi bien décente que généreuse, et ils étaient repartis le visage rouge de honte. Deuxièmement, une bouteille d'essence d'amande avait disparu du stand de gâteaux de Madame Willoughby. On ne l'a découverte que le matin même, lorsqu'une jeune femme à l'esprit ordonné a commencé à comparer les bouteilles avec la liste des ingrédients. C'était une bouteille bon marché, achetée chez M. Trudgeon. Madame Willoughby était catégorique. Si quelqu'un avait demandé un verre, elle l'aurait versé. Personne n'en avait demandé. 3. Le colonel n'avait pas emporté de jumelles de théâtre au dernier concert. Il s'était moqué de Madame Howard pour cela. « La scène est à 5 mètres, madame. Vous ne pouvez pas être myope à cette distance. » Pourtant, la veille au soir, il en avait sorti une paire qui brillait plutôt joliment. Quelqu'un avait dit qu'elles étaient à monter en argent. Maintenant, elles étaient introuvables. 4. La gouvernante d'Éolie, Madame Finch, une femme très ordonnée, ce qui, d'après l'interlocuteur, signifiait quelque chose, avait été vue se faufiler chez l'épicier tard samedi pour acheter une bouteille de désinfectant et, curieusement, 2 citrons. Cela ne voulait peut-être rien dire, ou quelque chose. Miss Marple ne posait aucune question qui en fût une. Elle admirait un bébé. Elle compatissait à une femme dont les géraniums avaient été rongés par un courant d'air inhabituel. Elle partageait l'avis de M. Gill selon lequel les poires n'avaient pas été aussi capricieuses depuis 1929. Elle apprit ainsi que le colonel avait récemment menacé de faire intervenir un avocat dans l'affaire du receleur du fermier Gill, que le jeune Michael Fielding devait 11 shillings à la salle de billard et avait dû s'excuser auprès de presque toute la salle, et que Miss Hartley avait, à sa grande surprise, reçu une lettre vendredi timbrée à l'étranger, italienne, supposait-on, et avait rougi en la récupérant, une rougeur qui ne lui ressemblait guère et qui méritait donc d'être rappelée par ceux qui aimaient se souvenir de telles choses. À midi, la police était plus visible. L'inspecteur Pierce était un homme compact, à l'expression soigneusement neutre, qui pinçait la lèvre inférieure comme pour s'exprimer avec justesse. Il parcourut rapidement le terrain, s'entretint avec le vicaire et finit par descendre le chemin jusqu'au cottage de Madame Bartlett, accompagné d'un agent de police, car Madame Bartlett était membre de tous les comités et de ce fait une personne importante.
Miss Marple se trouvait là, raccommodant discrètement une petite échelle dans un bas. Elle se leva aussitôt, le regard doux, telle une figure d'aimable insignifiance. « Madame Bartlett, » dit poliment l'inspecteur, « je dois vous demander votre patience. J'ai quelques questions. »« N'importe quoi, » dit Madame Bartlett, déjà disposée à se rendre utile et déjà sur le point d'en dire bien plus qu'elle ne le ferait, si elle avait le temps de réfléchir. « Vous étiez responsable des programmes ?» L'inspecteur Pierce consulta un carnet. « Et les places ?»« Oui. J'ai inscrit les noms sur les cartons du premier rang comme il me semblait approprié. Le colonel Frobisher au centre, bien sûr, Madame Howard et son fils à sa droite, Monsieur Penrose à sa gauche, en tant que marguillier, puis Madame Willoughby, Madame Hartley au rang suivant. Vous avez placé un verre de cordial à chaque place. Le bedeau l'a fait, sur mes instructions. Du citron avec un peu de sucre, c'était très chaud. Quelqu'un a-t-il exprimé une préférence pour autre chose ? Monsieur Penrose a demandé de l'eau plate avec des glaçons. Nous n'en avions pas. Le colonel refusait toujours la limonade, la jugeant puérile. Pourtant, un verre fut placé devant lui. Madame Bartlett parut inquiète. « Je suppose que oui. »« Le bedeau, » répéta-t-elle, comme si cette responsabilité déléguée pouvait être discrètement rangée dans un tiroir. « Je ne l'ai pas vu boire. » L'inspecteur Pierce hocha la tête, son crayon remuant. « On parle, » poursuivit-il avec la douce résignation d'un homme obligé de vivre avec les conversations. « D'une odeur, des amandes amères. » Madame Bartlett jeta un regard impuissant à Miss Marple, comme si cette femme pouvait, d'une certaine manière, arbitrer les questions d'odeur. Le visage de Miss Marple, bienveillant et distrait, semblait dépourvu de toute autorité. « C'était peut-être à cause des fleurs, » dit Madame Bartlett d'une voix faible. « On avait de l'héliotrope, et on utilisait de l'essence d'amande pour la tente à gâteau. Seulement, » elle soupira. « Seulement, j'ai pensé, l'espace d'un instant, à quelque chose d'horrible. On entend, vous savez. On entend, » acquiesça l'inspecteur. « Maintenant, un petit objet, des jumelles. » Madame Bartlett prit une certaine assurance. « Oh oui, le colonel en avait une paire. Je les ai remarquées à Madame Howard, comme elles étaient magnifiques, et quelle vanité de porter de telles choses pour une comédie paroissiale. Il a dit qu'elles appartenaient à une amie. Il a même dit « une amie », ce qui m'a semblé un peu déplacé. Je veux dire, je ne pensais pas. Elle hésita, puis poursuivit. Il a dit qu'elle serait contrariée s'il les laissait hors de sa vue. Puis quand c'est arrivé, elles sont tombées. Je les ai entendues. Un bruit si délicat. Et après, je ne saurais dire. Il y avait une telle confusion. En temps de crise, on essaie d'être utile et de penser aux rideaux et au courant d'air. L'inspecteur eut un bref sourire. « Il nous faudra une liste, Madame Bartlett, de tous ceux qui ont eu accès à la salle pendant l'entracte. Rafraîchissements, accessoires, etc. »« Bien sûr, » dit Madame Bartlett, feuilletant déjà son fichier mental. « Il y avait Monsieur Penrose, bien sûr, Madame Willoughby, Mademoiselle Hartley, oh, et le jeune Michael Fielding, qui n'aurait jamais dû être en coulisses et qui, j'en suis sûr, le niera. » Lorsque l'inspecteur Pierce fut parti, avec un signe de tête respectueux adressé à Miss Marple, suggérant qu'il n'était pas encore reconnaissant, du moins pas dédaigneux, le cottage sombra dans le silence d'après-visite. Madame Bartlett pressa une main sur sa poitrine. « J'ai beaucoup trop parlé, » dit-elle avec repentir. « Vous avez parlé admirablement, » dit Miss Marple. « Il est très utile pour un homme d'entendre exactement ce qu'il s'attend à entendre, jusqu'à ce qu'il lui soit utile de remarquer ce qu'il n'a pas entendu. » Madame Bartlett cligna des yeux et rit, incertaine que ce soit une blague. « Tu dis vraiment des choses étranges, Jane. Veux-tu un petit quelque chose au déjeuner? Une tranche de jambon? » « Merci, ma chère. Je me contenterai d'un biscuit. Et peut-être, si vous ne me trouvez pas indiscrète, j'irai jusqu'au Holly. J'ai un faible pour les maisons en briques rouges. Elles me rappellent un curé que j'ai connu, qui a épousé une veuve avec 4 beaux-fils, et une passion pour les géraniums. »« Comme c'est extraordinaire, » murmura Madame Bartlett,
avec l'air faible de quelqu'un qui s'attendait à ce que les géraniums soient à le point culminant. Le Hollis se dressait avec sa dignité brute sur la colline au-delà du verre, ses briques se dorant d'une lueur sombre dans la lumière de l'après-midi. Le gravier était exempt de traces de roues, les rideaux du salon étaient à moitié tirés. Miss Marple souleva le heurtoir de laiton en forme de renard et le laissa retomber avec une fermeté modérée. Au bout d'un moment, la porte fut ouverte par une femme d'une cinquantaine d'années, mince et raide dans une robe sombre. Madame Finch, la gouvernante. « Bonjour, dit Miss Marple de sa voix la plus innocente. Je suis venue vous demander des nouvelles de vos arrangements. On constate si souvent, dans des moments comme celui-ci, que le linge le mieux rangé est en désordre. Je suis Miss Marple, une amie de Madame Bartlett. » Madame Finch, qui regarda Miss Marple et vit exactement à quoi elle ressemblait, à savoir une petite dame âgée, soignée et exigeante, à l'expression charitable, s'adoucit. « C'est très gentil à vous, j'en suis sûre. Le colonel. » Elle déglutit et reprit avec une correction professionnelle. « On a télégraphié à la sœur du colonel. Je pense qu'elle viendra demain. La police a demandé que le bureau soit fermé à clé. Je m'occuperai du reste. » « Une maison confiée aux bons soins d'une femme qui s'y connaît en placard, » dit Miss Marple d'un ton approbateur. « C'est une bénédiction. Permettez-moi de dire que l'héliotrope de votre bordure de devant est excellent. » Le visage de Madame Finch s'ouvrit comme un bourgeon pour exprimer ses louanges. « La terre ici est bonne, si on garde les limaces à distance. Le colonel aimait l'ordre, » ajouta-t-elle, avec une lueur, de la peur, du ressentiment, dans le regard. Il aimait que les choses soient rangées. Il n'aimait pas qu'on touche à ce qui ne lui appartenait pas. Les meilleurs d'entre nous ne le font pas, acquiesça Miss Marple, et pourtant les choses sont délicates. Elle laissa un bref silence complaisant, puis dit, comme si l'idée lui était venue, « Il avait une très belle paire de jumelles de théâtre hier soir. Je suppose qu'il les aurait gardées sur son bureau pour les rendre à leur propriétaire. » Les mains de Madame Finch, abîmées par une vie de savon et de cirage, se crispèrent. « Je ne les ai pas vus. J'ai regardé par souci d'ordre. Il avait une montre et son portefeuille. C'est tout ce que la police m'a donné. Ils ont pris ses clés. »« Très bien. Saurais-tu par hasard à qui appartenaient ces lunettes ?» Madame Finch réfléchit, opta pour l'honnêteté et avoua son ignorance. Il avait des visiteurs, bien sûr. Pas beaucoup ces derniers temps. Il y avait ce monsieur en mars, le capitaine Harry, et une ou deux fois une dame de Rose Hill, Madame Vale, qui collecte pour des œuvres caritatives et pense que les hommes devraient donner plus qu'ils ne le font. Je ne saurais dire pour les jumelles. Miss Marple hocha la tête, comme si la question n'avait qu'un intérêt mineur. Merci, Madame Finch. On apprend à poser des petites questions. Elles sont moins gênantes que les grandes. Elle fit ses adieux et descendit l'allée, pensive. Sur le bas-côté, un morceau de tissu blanc s'était coincé dans l'herbe haute. Elle se baissa et le ramassa. C'était un coin déchiré d'un programme de la pièce, maculé d'une légère tache brune. Elle le retourna. Au dos, quelqu'un avait griffonné au crayon. Entraînement à la sacristie. Pas de nom, mais l'écriture était un gribouillage impatient et masculin. Miss Marple n'avait pas pour habitude de garder des souvenirs. Elle plia le fragment, très soigneusement, et le glissa dans la poche de son cardigan. Au tournant de la ruelle, elle faillit percuter une silhouette en tweed qui marchait en sens inverse. Monsieur Penrose, le marguillier, la mâchoire serrée sous l'effet d'une fatigue justifiée. Sa casquette était enfoncée dans le sol. Ses yeux glissèrent sur le visage de Miss Marple, puis y revinrent avec une courtoisie contrariée. « Mademoiselle, Mademoiselle Maple ?»« Marple, » dit Miss Marple en souriant. « C'est une erreur courante. Les arbres poussent partout. On ne vieillit qu'avec de la chance. » Monsieur Penrose parvint à prononcer une syllabe amusée. « Vous étiez à la salle. Une affaire épouvantable. »« Très bien. Tu dois être très occupé aujourd'hui. »« Chaque imbécile a une suggestion, » rétorqua-t-il avant de se reprendre.
Je vous demande pardon. Je suis très agacé. L'inspecteur a demandé des listes de clés, des dizaines, et il laisse entendre que nous avons été négligents. L'église existe depuis 200 ans et n'a jamais perdu plus d'un chandelier. Jusqu'à hier soir, dit doucement Miss Marple. Hein? Les jumelles. Perdues, n'est-ce pas? Il hésita. Il paraît. L'inspecteur pense. Enfin, je ne sais pas ce qu'il pense. On parle de poison. Les femmes idiotes disent amande. Il y avait de l'héliotrope partout. C'est absurde. Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, comme poursuivi par des ragots. Et pourtant... Il s'interrompit, les mots séchant sur sa langue. Pardonnez-moi, mademoiselle Marple, je dois aller me faire sermonner sur les serrures. Il poursuivit avec cette attitude massive et offensée des hommes lorsqu'un système qu'ils croient solide se révèle imparfait. Miss Marple le regarda s'éloigner. Dans son esprit, les petits morceaux qu'elle avait rassemblés, comme des épingles sur un coussin bien rangé, formaient un motif provisoire, une odeur d'amande, un cordial non goûté, des jumelles qui n'avaient rien à faire là et qui, depuis, n'y étaient plus, une gouvernante avec des citrons et du désinfectant, une institutrice avec une lettre étrangère, un garçon rôdant dans les coulisses, un programme convoquant quelqu'un à la sacristie à l'entracte. Elle se tourna vers la maison de madame Bartlett, se contentant de tendre son petit piège efficace, non pas avec le filet de l'inspecteur, mais avec son propre fil discret. Il y avait des questions à poser qui n'en étaient pas vraiment. Elle le savait. Il y aurait un faux suspect, il y en avait toujours, et ce serait très gênant pour tous. Mais le cœur humain, qui trompe les autres avec tant d'habileté, est maladroit lorsqu'il tente de se tromper lui-même. C'est là, pensa Miss Marple, que le moment venu le nœud se resserrerait. Pour l'instant, il y avait du thé à verser, et en versant du thé, on apprenait les choses les plus remarquables. Chapitre 3. Le mauvais suspect. L'enquête n'avait pas encore été programmée, mais le village était déjà certain que la police procéderait bientôt à l'arrestation. La rumeur, comme le lierre, se répandait partout où elle trouvait un mur où s'accrocher. Le lendemain soir, elle s'était infiltrée dans les salons, par-dessus les clôtures des jardins, et jusque sur les bancs de l'église. Le nom sur toutes les lèvres était celui du jeune Michael Fielding. Michael, un jeune homme mince et agité de 19 ans, était depuis longtemps considéré avec une indulgence prudente. Sa mère, veuve, habitait à 2 maisons de la poste. Ses mains étaient usées par le linge, sa voix éraillée par des années passées à gérer un garçon qui semblait toujours à 2 doigts des ennuis. Il était assez intelligent, mais enclin au silence maussade, et avait l'habitude d'apparaître là où on ne le lui avait pas demandé. On murmurait qu'on l'avait vu flâner près de la porte de la sacristie pendant l'entracte. Pire encore, la nièce de madame Bartlett, avec une solennité qui suggérait avoir porté le poids de la justice sur ses jeunes épaules, déclara l'avoir vu se glisser derrière le rideau de Seine. Quel besoin avait un garçon de cet âge de se retrouver parmi des accessoires et des pichets de limonade, à moins de préparer un mauvais coup? L'inspecteur Pierce fut méthodique dans son enquête. Il demanda à Michael où il était allé et reçut en retour un haussement d'épaules séditieux. Il demanda si Michael avait emprunté ou manipulé des jumelles, et le garçon nia avec véhémence. Pourtant, son visage rougit à la question, et aux yeux de Willowbrook, cette rougeur était presque une confession. Miss Marple entendit tout cela au cottage de madame Bartlett, où celle-ci et 2 autres dames s'étaient réunies autour d'un plateau de gâteaux aux graines. Les ragots, comme les gâteaux, se partageaient de préférence à 3 ou 4, pas plus. « Ma chère, c'est évident, » insista madame Penrose, les mains jointes sur ses genoux. « Ce garçon est fou. Il a des dettes au billard, tout le monde le sait. Et du poison, eh bien les jeunes sont imprudents. Il aurait pu glisser quelque chose dans le verre du colonel. Sauf que, dit Miss Marple d'un ton doux, le colonel ne buvait pas. Madame Penrose rougit. Même ainsi, il l'a peut-être voulu. Une tentative ratée. Cela ne disculperait pas le garçon. En effet, dit Miss Marple, qui avait vécu assez longtemps pour savoir que les gens préféraient la simplicité à la culpabilité,
et que la jeunesse était un méchant bien commode. Pourtant, les tentatives ratées impliquent rarement l'absence de jumelles. On ne gâche pas pour ensuite ranger. Son commentaire, présenté comme une vérité générale, fut accepté avec les hochements de tête vagues que la politesse réserve aux observations qu'elle ne suivait pas entièrement. Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple marchait seule le long du sentier qui serpentait au-delà de Willowbrook. L'air de septembre était frais, même si les haies brillaient encore de cynorrhodons et de cynorrhodons. Elle avait emporté un petit panier de mûres, même si, à vrai dire, son intérêt se portait moins sur les fruits que sur la pensée. Il lui semblait que la police agissait avec trop de précipitation. L'inspecteur Pierce, bien que compétent, avait le malheur d'être humain. Il préférait l'ordre, et préférer l'ordre, c'est préférer un suspect. Michael, avec sa mauvaise humeur, correspondait parfaitement à cette préférence. Miss Marple s'arrêta pour se stabiliser sur un échalier et réfléchit à ce qu'elle avait remarqué. Le colonel Frobisher avait été un homme querelleur, aux paroles dures, prêtant et retirant des faveurs. Nombreux étaient ceux qui lui auraient voulu du mal. Un neveu déshérité, peut-être. Un fermier lésé lors d'un litige de limite. Un marguillier méprisé. Chacun de ces cas semblait, à l'esprit posé de Miss Marple, au moins aussi probable qu'un garçon endetté et renfrogné. Derrière la haie, elle entendit des voix. S'arrêtant, elle en capta suffisamment pour reconstituer le ton, voir chaque mot. « On ne peut pas continuer comme ça », dit un homme d'une voix basse et pressante. « Si quelqu'un le découvre… » Une voix de femme, tendue, l'interrompit. « Il faut le taire. Vous ne comprenez pas l'enjeu. » Puis des pas s'éloignèrent vers le chemin. Miss Marple se pencha et cueillit une poignée de baies, comme si elle n'avait rien entendu. Mais son regard, sous le bord de son chapeau de paille, était pensif. Les secrets mûrissaient à Willowbrook plus vite que les mûres en septembre. Ce soir-là, l'inspecteur Pierce rendit visite à Madame Fielding. Mademoiselle Marple, passant discrètement, remarqua l'agent à la porte, et plus tard, la silhouette de Michael lui-même descendit l'allée, les épaules voûtées, les lèvres pincées. Ce n'était pas encore une arrestation, mais c'en était très proche. Au pré, les villageois murmuraient leur satisfaction. « Ce garçon est un mauvais garçon », dit le fermier Gill. « Aucun respect. » Madame Howard ajouta avec son goût habituel pour le drame qu'elle s'était toujours attendue à une tragédie de ce côté-là. Miss Marple, assise tranquillement avec son tricot dans le salon de Madame Bartlett, laissait ses aiguilles cliqueter à un rythme patient. « Oui, » murmura-t-elle, comme pour acquiescer. « Et pourtant, il faut être prudent, n'est-ce pas? Trop souvent, la mauvaise personne est punie, tandis que la bonne sourit et offre une autre tasse de thé. » Elle posa son tricot, joignit les mains et repensa aux jumelles d'opéra manquantes, à une note écrite au crayon d'une écriture hâtive et à une odeur faible et indubitable qui persistait dans l'air chaud de la salle paroissiale. Quelque part dans ces petites choses oubliées se trouvait la vérité, et Jane Marple avait l'intention, avec sa tranquille certitude habituelle, de la trouver. Chapitre 4. Les secrets sous la surface. À Willowbrook, il était habituel de dissimuler ses secrets avec une délicatesse empreinte de discrétion, à la manière d'une ménagère qui rangerait un tablier en désordre dans un tiroir à la simple sonnerie d'un visiteur. Mais dans les jours qui suivirent la mort du colonel Frobisher, les dissimulations devinrent plus difficiles à maintenir. Le choc d'un meurtre, ou même son simple murmure, fait jaser, et les langues jasées desserrent les verrous et font éclater les secrets. L'inspecteur Pierce, de son côté, poursuivait Michael Fielding avec une application constante. Les dettes du garçon à la salle de billard étaient désormais de notoriété publique, tout comme son humeur maussade. Les questions de l'inspecteur au sujet du billet de la sacristie, découvert par l'un des agents, pesèrent lourdement sur Michael, qui nia, bégaya et rougit. Les villageois voyaient de la culpabilité dans chaque hésitation. Pourtant, Miss Marple, avec son regard bleu et calme, voyait autre chose. La maladresse d'un garçon pris en flagrant délit de mensonge, certes, mais pas le mensonge du meurtre.
Plus probablement le mensonge de la jeunesse. Un rendez-vous galant, peut-être. Un pari insensé, ou un secret qu'il vaut mieux cacher à sa mère. Elle le nota doucement dans sa mémoire, comme elle notait des patrons de tricot et les noms latins des roses, pour s'y référer le moment venu. L'explosion de colère de Madame Howard. C'est lors d'une réunion du comité du presbytère, convoqué pour décider de la meilleure façon de gérer la malheureuse perturbation du calendrier du village, qu'un nouveau fil conducteur s'est révélé. Madame Howard, pâle et tremblante, avait insisté pour y assister malgré sa nervosité fragile. Assise à côté de son fils Charles, elle s'éventait avec un agenda en papier et s'essuyait le front avec un mouchoir en dentelle. Lorsque M. Penrose parla avec sa franchise habituelle de « rétablir l'ordre et la bienséance », Madame Howard se pencha soudain en avant, sa voix aiguë et porteuse. « L'ordre ? La bienséance ? Vous pouvez parler de ces choses-là, Monsieur Penrose, mais vous oubliez que le colonel n'était pas un modèle. Il a ruiné des vies. Oui, il les a ruinées. Il prêtait de l'argent pour en exiger le double en retour. Il prenait plaisir à se faire des ennemis. Et, balbutia-t-elle, la main tremblante, et il a menacé mon Charles. Pas plus tard que la semaine dernière. Tous les regards se tournèrent aussitôt vers Charles Howard, qui rougit profondément et fit un mouvement avorté pour faire taire sa mère. « Vraiment, maman. » Mais Madame Howard, une fois embarquée, ne put être rappelée. Il a dit qu'il révélerait quelque chose, une affaire privée, qui ruinerait les chances de mon fils à Londres. Il a dit... Elle éclata en sanglots, laissant le comité dans un état de désarroi haletant. L'inspecteur Pierce, qui était venu dans l'espoir de calmer les nerfs, écrivit quelque chose dans son carnet et jeta un regard vif à Charles. Miss Marple, quant à elle, joignait placidement les mains et ne disait rien. Elle avait vu suffisamment de mères à St. Mary Mead pour savoir que leurs éclats de voix contenaient souvent plus de vérité que leurs enfants ne le souhaiteraient. Une visite à Madame Willoughby. Plus tard dans la semaine, Miss Marple rendit visite à Madame Willoughby, soi-disant pour lui emprunter une recette de chutney de Ketch. Madame Willoughby, corpulente et aux joues rouges, se fit un plaisir de lui rendre service, car elle était fière de ses conserves et fière aussi d'être considérée comme la dépositaire du savoir-faire du village. Au cours de la conversation, Miss Marple s'enquit, doucement, comme si cela n'avait aucune importance, de l'essence d'amande manquante sur le stand de gâteaux de la fête. Madame Willoughby pinça les lèvres. « Oh, je sais ce que les gens disent, qu'elle a été prise par une personne mal intentionnée, à des fins malhonnêtes. Mais je vais vous le dire franchement, Miss Marple, ce n'était pas un cas particulier. La bouteille était là le matin, disparue l'après-midi, et seuls quelques-uns sont venus derrière le comptoir. Et qui étaient-ils ? Demanda Miss Marple d'un ton aussi peu pressant que si elle s'était enquise du temps qu'il faisait. Eh bien, Madame Finch, la gouvernante du colonel, pour commencer. Elle a demandé une cuillère pour goûter les brioches aux amandes, même si je l'ai vu à peine y toucher. Et le jeune Michael, bien sûr, mais il ne faisait que flâner. Et puis il y avait Madame Vale, de Rose Hill. Vous savez le genre. Plein d'œuvres caritatives et pas très regardant sur le fait de mettre son nez là où on ne veut pas. Miss Marple hocha la tête pensivement. L'essence d'amande, bien sûr, était innocente en soi, mais entre les mains de quelqu'un qui savait, elle pouvait constituer une couverture des plus suggestives. Les gens, songea-t-elle, dissimulaient souvent leurs pires actions sous le couvert d'habitudes ordinaires. Chez les Hawley, le soir même, Miss Marple réussit à passer devant The Hawley. La maison paraissait sombre, ses briques noircies par le lierre, luisant faiblement sous le soleil couchant. Madame Finch, la gouvernante, sortit pour balayer le perron. Miss Marple s'arrêta pour complimenter les roses. Une chose en entraînant une autre, Madame Finch, ravie d'avoir quelqu'un pour l'écouter, parla plus librement qu'elle ne l'aurait voulu. Le colonel était déterminé à modifier son testament, admit-elle à voix basse. Il m'en a parlé il y a seulement 15 jours. Il a dit qu'il ne laisserait finalement pas la maison à maître Harry, trop sauvage.
a-t-il dit, trop semblable à sa mère. Il avait l'intention de la léguer à une institution, sans jamais préciser laquelle. Je lui ai dit que ce n'était pas à moi de le conseiller, mais cela m'a semblé peu aimable. La famille, c'est la famille. Et le capitaine Harry ? Demanda doucement Miss Marple. Madame Finch renifla. Il était furieux quand il est arrivé en mars, c'est sûr. Il a claqué la porte si fort que la porcelaine a tremblé. Mais je ne l'ai plus revu depuis. Ils ont eu des mots durs, ces deux-là. Et les mots durs font des ennemis redoutables. Miss Marple réfléchit. De retour au cottage de Madame Bartlett, Miss Marple s'assit un moment dans le jardin, son tricot posé sur ses genoux. Les fils se multipliaient. Michael Fielding, maussade, secret, mais plus enfantin que méchant. Charles Howard, sous la menace d'être exposé, avec une mère trop nerveuse pour garder le silence. Madame Finch, loyale mais prudente, avec la connaissance d'un testament qui pourrait changer le destin. Capitaine Harry Frobisher, déshérité et colérique, bien qu'absent. Madame Veil, une dame charitable ayant accès au stand de la fête, y compris à l'essence d'amandes manquantes. Jumelles d'opéra, étincelantes, empruntées et disparues. C'était, songea Miss Marple, un peu comme les écheveaux de laine emmêlés que ses jeunes cousins avaient autrefois laissés dans un panier. Chaque couleur était nouée avec la suivante. Impossible de voir où l'une finissait et où l'autre commençait. Mais elle avait toujours constaté que si l'on tirait doucement sur le fil le plus petit et le moins visible, le nœud tout entier finissait par se défaire. Elle regarda le jardin qui s'assombrissait, où les dernières roses pendaient dans le crépuscule, et murmura pour elle-même « Ce n'est pas le suspect évident qui est coupable. Il ne l'est jamais. La vérité est bien plus intéressante et bien moins commode. » Chapitre 5. Un deuxième choc. Le village venait à peine de digérer la mort subite du colonel Frobisher lorsqu'un second événement vint troubler le calme fragile de Willowbrook. Cela se produisit un jeudi soir, au moment où les lampes s'allumaient aux fenêtres des chaumières et où les premiers rayons de fraîcheur automnale envahissaient les chemins. Miss Marple prenait le thé avec Madame Bartlett lorsqu'un coup sec retentit à la porte d'entrée. Madame Bartlett, pressée d'ouvrir, revint quelques instants plus tard, pâle et troublée. « C'est Madame Gill, de la ferme. Son mari a eu un accident. Un terrible accident. Elle veut aller chez le médecin. Oh, mais je crains qu'il ne soit trop tard. » En moins d'une demi-heure, le village était au courant. Le fermier Gill avait été retrouvé inconscient dans sa grange, une lanterne brisée à côté de lui et l'air empestant la paraffine. Malgré l'arrivée rapide du médecin, Gill ne reprit jamais ses esprits. Au matin, il était mort. Un accident ou quelque chose de plus. Pour les villageois, l'affaire semblait simple. Le fermier Gill n'était pas jeune, et les lanternes de sa grange représentaient depuis longtemps un danger. Une chute accidentelle, un coup à la tête, une flamme renversée étouffée par le foin. Quoi de plus banal? Mais pour Miss Marple, le moment était bien trop étrange. Elle se souvenait des paroles de Gill sur le terrain, sa dispute avec le colonel au sujet de la clôture, sa déclaration sans détour. L'homme avait assez d'ennemis. Et maintenant, moins d'une semaine plus tard, Gill lui-même avait disparu. Un accident? Ou quelqu'un soucieux de dissimuler une vérité plus profonde? S'était-il empressé de le réduire au silence? L'inspecteur Pierce enquête. L'inspecteur Pierce, déjà lassé par les rumeurs du village au sujet de Frobisher, prit l'affaire au sérieux. Il examina la grange, la lanterne brisée, la paille noircie par les flammes. « Une maladresse », dit-il à voix haute, bien que son ton fût plus mesuré que ses paroles. Gill avait peut-être bu, ou avait-il négligé la lampe? Rien d'inhabituel. Pourtant, lorsqu'il s'entretint avec Madame Gill, on lui expliqua que son mari était sobre depuis Pâques, après qu'un sermon eût frappé sa conscience. Et Mademoiselle Marple, qui s'attardait à proximité, l'air le plus innocent, remarqua le froncement de sourcils de l'inspecteur face à ce détail. Spéculation villageoise.
Le lendemain, Willowbrook était à nouveau en proie aux spéculations. Certains murmuraient qu'une malédiction pesait sur le village, d'autres qu'un meurtrier frappait à nouveau. Madame Howard, pâle et tremblante, déclara qu'elle ne remettrait plus les pieds dans la salle paroissiale. « C'est là que tout a commencé !» cria-t-elle à qui voulait l'entendre. « Le colonel, et maintenant le pauvre monsieur Gill. Croyez-moi, aucun de nous n'est en sécurité. » Monsieur Penrose, plus pragmatique, tonna. La police devait agir immédiatement. Si c'est bien ce garçon Fielding, comme je l'ai toujours dit, qu'il soit incarcéré avant qu'une autre vie ne soit perdue. Michael Fielding, déjà soupçonné, se retrouva désormais ouvertement rejeté. Sa mère pleurait en silence dans l'épicerie, tandis que les voisins détournaient le regard. Miss Marple, qui détestait la cruauté par-dessus tout, observait la scène, les lèvres pincées et le regard pensif. Observation silencieuse. Ce soir-là, Miss Marple passa lentement devant la grange où Gill avait été retrouvé. Elle marqua une pause, se baissant comme pour admirer un bouquet de pâquerettes tardives. Son œil perçant remarqua de petites choses. Une série d'empreintes de bottes près de la porte latérale, plus légères et plus étroites que les lourdes bottes de travail de Gill. Une légère trace de suie sur le loquet, comme si quelqu'un l'avait saisi à la hâte avec une main noircie, et dans la paille près de la lanterne brisée, la lueur de quelque chose de petit et de métallique. Un bouton, poli, avec une crête dessus. Elle le prit délicatement et le glissa dans sa poche. Plus tard, à la lumière d'une lampe, elle l'examina attentivement. Le blason était militaire, comme ceux que l'on trouve souvent sur les uniformes ou les capotes. Miss Marple se renversa dans son fauteuil. Un souvenir lui revint en mémoire. Les disputes du colonel Frobisher, son évocation d'un neveu, le capitaine Harry, déshérité et en colère. Serait-ce... Miss Marple réfléchit. Elle ne tirait pas de conclusion hâtive. Ce n'était jamais son genre. Mais elle tricotait en silence, laissant son esprit tisser aussi habilement que ses aiguilles. Une première mort, choquante mais explicable. Une seconde, commode pour ceux qui aspiraient au silence. Et maintenant, un indice, un badge militaire qui désignait quelqu'un qui, officiellement du moins, n'avait pas été vu à Willowbrook depuis mars. Était-il possible que le capitaine Harry soit revenu, invisible, et se déplace dans le village comme une ombre? Les yeux de Miss Marple se plissèrent, mais son expression demeurait bienveillante. Elle pensa aux jumelles manquantes, à l'odeur amère de la salle paroissiale, aux mots au crayon convoquant quelqu'un à la sacristie. Lentement, les écheveaux emmêlés commencèrent à se relier. La vérité n'était pas encore claire, mais une chose était certaine pour elle. Un autre accident ne tarderait pas à se produire, à moins que le véritable coupable ne soit démasqué. Chapitre 6. Le filet se resserre. Le samedi, les soupçons pesaient sur Michael Fielding. L'inspecteur Pierce, pressé de toutes parts par l'inquiétude des villageois et le besoin de se montrer décisif, rassembla suffisamment de fils, aussi fragiles fussent-ils, pour tisser les bases d'une affaire. Michael était près de la sacristie le soir de la fête. Il avait des dettes. On l'avait entendu marmonner avec colère à propos de l'ingérence du colonel Frobisher. Et maintenant, plus d'un villageois l'avait aperçu, rôdant autour de la grange du fermier Gill, la veille même de l'accident mortel. Il y avait de quoi satisfaire plus d'un. C'était, pensa Miss Marple en se servant son thé du matin, précisément le genre de coffret qui paraissait soigner à ceux qui préféraient à la propreté. Potin, chez l'épicier Miss Marple, choisit de visiter la boutique de M. Trudgeon ce matin-là, un endroit où l'on pouvait acheter des raisins de Corinthe et du beurre, mais, plus utilement, apprendre ce que disait le village. Madame Veil, la charitable dame de Rose Hill, se tenait au comptoir, pressant l'épicier pour obtenir des détails. « Pourquoi l'inspecteur tarderait-il » demanda-t-elle en tapotant la caisse avec ses gants. « Nous ne sommes pas habitués au meurtre ici. Le garçon doit être arrêté. La sécurité de Willowbrook en dépend. » M. Trudgeon marmonna qu'il s'en tenait à ses choux et à ses fromages, et préférait ne pas s'en mêler.
Mais sa femme, qui rôdait à proximité, ne put résister. « On dit que Madame Fielding a pleuré toute la nuit, » confia-t-elle. « Le garçon jure son innocence, mais que dirait-il d'autre? Le fils de ma cousine l'a vu avec ses bottes pleines de boue, près du chemin de la grange. Vous ne pouvez pas me dire que ça ne veut rien dire. » Miss Marple accepta son paquet de sucre avec un sourire bienveillant. « La boue est une chose curieuse, » observa-t-elle doucement. « Elle adhère aux chaussures de façon injuste. Parfois, on n'a jamais mis les pieds que là. Et parfois... » Elle marqua une pause comme si elle se remémorait une histoire de ménage. On prend la peine d'emprunter les chaussures d'autrui. L'épicière cligna des yeux, incertaine de savoir si elle avait entendu des paroles sages ou absurdes. Miss Marple, bien sûr, ne donna aucune explication. La détermination de l'inspecteur Pierce. Cet après-midi-là, l'inspecteur Pierce se rendit au cottage de Madame Bartlett, ses manières empreintes d'une satisfaction contenue. « Nous avons de bonnes raisons de croire, » a-t-il déclaré, que le jeune Michael avait à la fois un mobile et une opportunité. Ses bottes, examinées, portent des traces de suie compatibles avec le loquet de la grange. Et nous disposons de témoignages le situant dans les environs cette nuit-là. Madame Bartlett haleta et pressa sa main contre sa poitrine. Le pauvre garçon. Mais franchement, Jane, je ne l'ai jamais vraiment cru digne de confiance. Miss Marple, qui raccommodait une paire de gants, leva les yeux avec douceur. « Les bottes sont très obligeantes, inspecteur. Elles acceptent toutes les histoires qu'on leur demande. J'ai vu des bottes portées par plus d'une paire de pieds, surtout si elles étaient laissées près d'une porte. Vous trouverez la vérité, j'en suis sûr. Je me demande seulement, quelqu'un a-t-il demandé pourquoi la lanterne du fermier Gill se brisait si facilement ? Ou pourquoi un bouton militaire gisait dans la paille? » L'inspecteur Pierce sursauta légèrement. « Un bouton? »« Oh, oui, » dit Miss Marple sereinement. « Je crois qu'il portait un blason. Très joli. Je n'aurais pas cru que Michael Fielding soit du genre à porter une telle chose. » L'inspecteur plissa les yeux. Il prit note, même si son attitude trahissait une certaine réticence. Miss Marple soupçonnait que l'ordre de sa valise était devenu inopportun. Un aperçu d'un étranger. Ce soir-là, alors que le crépuscule s'épaississait sur Willowbrook, Miss Marple fit sa promenade habituelle le long du chemin près du presbytère. Elle s'arrêta pour admirer les asters en fleurs, lorsqu'elle aperçut un homme passant d'un pas rapide devant la haie. Il était grand, large d'épaules, avec une allure militaire. Son chapeau était baissé, mais la lumière de la lampe éclairait le bord de sa mâchoire rasée de près, et le regard perçant de Miss Marple ne manqua pas l'éclat d'un bouton de son manteau, brillant et orné sur sa poitrine. Il disparut à l'orée du village avant qu'elle puisse faire plus que le remarquer. Mais cette vision la laissa songeuse. Le capitaine Harry, songea-t-elle, n'avait pas été revu depuis mars, et pourtant, un homme en colère avait toujours le moyen de revenir discrètement, s'il le souhaitait. La résolution de Miss Marple. Ce soir-là, Miss Marple était assise à son tricot et examinait les détails de l'affaire. L'inspecteur Pierce, elle le savait, poursuivrait son enquête bien ficelée contre Michael Fielding, à moins que quelque chose de plus fort ne le détourne. Le silence et la morosité du garçon lui seraient néfastes. Les villageois, avides de certitude, n'en exigeraient pas davantage. Mais Miss Marple avait trop vu la nature humaine pour se contenter de réponses faciles. Il restait des secrets non révélés, l'emportement de Madame Howard, l'allusion de Madame Finch au testament, les jumelles disparues, et maintenant un bouton qui n'avait pas sa place. Quelque part parmi eux se trouvait la vérité, et c'était sa tâche, douce, silencieuse, discrète, de la faire apparaître à la lumière avant qu'une autre vie ne soit perdue. Elle posa son tricot avec un petit soupir. « La nature humaine, murmura-t-elle, est toujours la même. Il suffit d'en chercher le modèle. » Chapitre 7. Le retour du capitaine Harry. La messe dominicale à Willowbrook a été plus suivie que jamais. L'ombre de 2 morts pesait lourdement sur le village, et les bancs étaient remplis de visages pâles et impatients. Les cantiques étaient chantés avec une ferveur inhabituelle,
comme si des voix fortes pouvaient chasser le malheur. Miss Marple, sagement assise à côté de madame Bartlett, observait l'assemblée avec un intérêt discret. Elle remarqua que la main du vicaire tremblait légèrement tandis qu'il tournait les pages de son livre de prière, et que le regard de madame Howard allait et venait nerveusement. Michael Fielding, assis au fond, le dos voûté, les lèvres pincées, supportait les regards obliques des voisins. C'est alors que la congrégation sortait lentement au soleil qu'un frémissement parcourut la foule. Les têtes se tournèrent. Un homme se tenait à la grille du cimetière, grand, large d'épaules, son pardessus déboutonné révélant l'éclat des boutons de cuivre. Son visage était bronzé, ses cheveux noirs coupés ras, son regard fixe et attentif. « Capitaine Harry !» souffla madame Bartlett en serrant la manche de Miss Marple. Le capitaine Harry Frobisher, neveu du colonel assassiné, était de retour. Une rencontre tendue. L'apparition du capitaine provoqua un flot de murmures. Certains hochèrent la tête en guise de salut, d'autres reculèrent, mal à l'aise. Ce n'était pas seulement son retour soudain, mais sa manière de faire, calme, assuré, comme s'il était venu non pas en deuil, mais en revendication. L'inspecteur Pierce, qui avait assisté à la cérémonie avec une politesse étudiée, ne perdit pas de temps. Il s'approcha du capitaine avec une courtoisie formelle. « Capitaine Frobisher, nous n'avions pas été informés de votre arrivée. » Les lèvres de Harry s'étirèrent en un léger sourire. « Je n'ai pas jugé nécessaire d'informer la police d'une visite sur la tombe de mon oncle. »« La mort de votre oncle fait l'objet d'une enquête, » répondit l'inspecteur d'un ton neutre. « 2 morts, en fait. Je compte sur vous pour répondre à vos questions. » « Bien sûr. » Le ton du capitaine était calme, mais son regard était dur. « Je n'ai rien à cacher. » Miss Marple, un peu à l'écart, l'observait attentivement. Son allure était militaire, sa voix maîtrisée. Pourtant, elle crut déceler une lueur sous son sang-froid, non pas du chagrin, mais de la colère. Rumeur dans l'après-midi. À l'heure du thé, le village était en proie à des spéculations. « Il est venu réclamer la maison, » déclara madame Penrose. « Croyez-moi, ce sera la fin. Le testament lui est favorable. » Mais madame Finch, la gouvernante du colonel, affirmait le contraire. Le colonel avait l'intention de modifier les choses, de le priver d'Éolie. Il me l'a dit. Sa voix était tendue, son regard méfiant. Et maintenant, voici le capitaine, intrépide comme l'airain. Pendant ce temps, madame Howard murmurait avec émotion qu'elle avait toujours su que Harry reviendrait. Et peut-être, dit-elle avec délectation, a-t-il amené des ennuis avec lui. Ces militaires, si violents, si téméraires. Cela ne me surprendrait pas du tout. Miss Marple écoutait, se contentant d'un commentaire anodin sur l'imprévisibilité des jeunes hommes. Elle savait qu'il valait mieux ne pas contredire les ragots. Ceux-ci, laissés à eux-mêmes, révélaient bien plus qu'ils ne cachaient. Une conversation inattendue. Ce soir-là, alors que le soleil baissait, Miss Marple se retrouva devant le cimetière. Là, parmi les pierres tombales, se tenait le capitaine Harry, les mains jointes dans le dos. Il se retourna à son approche et, l'espace d'un instant, son expression sévère s'adoucit. « Bonsoir, mademoiselle Marple, n'est-ce pas? Je me souviens de vous avoir rencontré une fois, il y a longtemps, à St. Mary Mead. »« Vous avez une bonne mémoire, » dit doucement Miss Marple, « un don précieux, à condition d'en faire bon usage. » Il eut un petit rire. « Ils parlent déjà tous de moi, j'imagine. Le neveu prodigue, le déshérité, peut-être l'assassin. » Le regard de Miss Marple était bienveillant, mais posé. On a tendance à combler les silences par des suppositions. C'est dans la nature humaine. Mais la vérité, eh bien, la vérité est rarement aussi simple. La mâchoire d'Harry se serra. Mon oncle et moi nous sommes disputés. Je ne le nierai pas. C'était un homme dur. Nous ne nous sommes pas quittés en bons termes. Mais je ne l'ai pas tué. Je vois. Miss Marple inclina la tête. Et le fermier Gill. À ces mots,
Les yeux du capitaine vacillèrent, l'espace d'un instant. Dis-il, j'ai appris son accident. Dommage, mais je n'avais aucun différend avec lui. Miss Marple esquissa un léger sourire, comme satisfaite d'une réponse polie. Pourtant, intérieurement, elle oublia cette lueur. Le visage humain, elle le savait, ne pouvait s'empêcher de trahir la vérité, à y regarder de plus près. Le doute de l'inspecteur Pierce. Ce soir-là, l'inspecteur Pierce était assis dans le bureau du presbytère, ses notes étalées devant lui. Michael Fielding restait son suspect officiel. Ses preuves, bien que minces, étaient au moins cohérentes. Mais le retour soudain du capitaine Harry perturba la netteté du tableau. Et puis il y avait Miss Marple, calme, observatrice, ses commentaires doux qui, d'une certaine manière, le laissaient douter de ses propres conclusions. Il se souvenait de ses paroles à propos du bouton, des bottes empruntées. À son grand désespoir, elles semblaient pleines de bon sens. Il se frotta la tempe en fronçant les sourcils. Les villageois cherchaient un coupable, mais l'inspecteur Pierce commençait à soupçonner que l'affaire était loin d'être simple. Miss Marple réfléchit. Depuis sa chambre au cottage de Madame Bartlett, Miss Marple contemplait le village éclairé par la lune. Les liens se resserraient, Michael maussade et acculé, Charles Howard menacé par des secrets, Madame Finch inquiète au sujet du testament, Madame Vale débordante de charité mais avec trop d'excuses, et maintenant le capitaine Harry, de retour à un moment des plus curieux. Les jumelles d'opéra disparues, l'essence d'amande manquante, le bouton militaire. Autant de petites choses, mais chacune est un élément d'un modèle. Miss Marple ferma les yeux, joignit les mains et murmura doucement pour elle-même. Quand on observe les gens suffisamment longtemps, ils révèlent qui ils sont. L'astuce est de les observer sans en avoir l'air. Elle dormait, mais légèrement, son esprit tissant déjà les fils vers leur nœud inévitable. Chapitre 8. Le secret de Charles Howard. La semaine qui suivit le retour du capitaine Harry trouva Willowbrook aussi agité qu'une ruche qu'on pique avec un bâton. Les soupçons allaient et venaient, d'abord vers Michael Fielding, puis vers Harry, puis de nouveau vers lui. Mais sous tous ces bavardages, un nom commença à s'insinuer avec plus d'insistance dans les conversations. Charles Howard. Ce n'était pas que Charles fût détesté. Au contraire, il était considéré comme respectable, un jeune homme bien élevé, dévoué à sa mère nerveuse, occupant un poste subalterne à Londres. Mais l'emportement public de sa mère lors de la réunion du comité avait jeté une ombre. Le colonel avait menacé de le dénoncer, avait-elle dit, et les secrets chuchotés devant les autres restent rarement secrets bien longtemps. Avec Madame Howard, Miss Marple, avec son air de bienveillance et de sollicitude, rendit visite à Madame Howard par un après-midi venteux. La veuve, pâle et agitée comme toujours, la reçut avec une gratitude débordante. « Oh, Miss Marple, c'est gentil de votre part d'être venue. Je suis bouleversée, bouleversée. 2 morts en si peu de jours. C'est plus que je ne peux supporter. Je dors à peine. Je mange à peine. Sans ce cher Charles. » Elle s'interrompit dans un battement de main nerveux. Charles lui-même apparut au salon peu après, impeccable dans son costume londonien. Il salua Miss Marple poliment, malgré une certaine raideur dans ses manières. « Vous êtes revenu à un moment difficile, » observa doucement Miss Marple. Les lèvres de Charles se pincèrent. « Je suis venu soutenir ma mère, naturellement. Ces événements sont choquants, mais l'inspecteur réglera bientôt l'affaire. » Madame Howard se pencha en avant, inquiète. « Oh, Charles, Miss Marple est si douée pour deviner les choses. Peut-être qu'elle... Enfin, il faut faire attention à ce qu'on dit, mais peut-être qu'elle comprendra. Les terribles menaces du colonel. »« Mère, » dit Charles sèchement, le rouge lui montant aux joues, « ce sujet est clos. » Miss Marple joignit les mains sur ses genoux et dit de son ton le plus doux. Les sujets fermés ont souvent tendance à s'ouvrir aux moments les plus inopportuns. Il vaut mieux, j'ai toujours constaté, les ouvrir avec précaution avant qu'ils n'explosent d'eux-mêmes. Charles la regarda, surpris, puis détourna le regard.
Ses mains agrippèrent l'accoudoir de son fauteuil. Enfin, à voix basse, il dit « Le colonel a découvert quelque chose concernant ma situation à Londres. J'ai commis une erreur financière. Il n'y a eu ni vol ni malhonnêteté au sens criminel du terme, mais il y a eu des irrégularités. Il a menacé de me dénoncer à mes employeurs. S'il l'avait fait, ma carrière aurait été ruinée. » Madame Howard émit un petit gémissement. Il était cruel. Il adorait effrayer les gens. Le regard de Miss Marple s'adoucit. La cruauté prend de nombreuses formes, monsieur Howard, mais il ne faut pas laisser la peur se transformer en folie. Votre oncle est désormais hors de contrôle. Charles releva vivement la tête. Tu ne crois pas que je... Non, je le jure. J'étais en colère, oui, mais je ne l'ai pas tué. Miss Marple ne le contredit pas. Elle hocha simplement la tête et accepta une autre tasse de thé léger, son regard s'attardant sur le visage pâle et anxieux du jeune homme. Un indice dans la sacristie. Ce soir-là, Miss Marple se rendit à l'église sous prétexte d'admirer les chrysanthèmes d'automne qui bordaient l'allée. La porte de la sacristie, récemment inspectée par la police, était verrouillée, mais le bedeau, un homme obligeant, l'ouvrit à sa demande. À l'intérieur, la petite pièce sentait le cirage à bois et la cire de bougie. Miss Marple se pencha comme pour admirer les recueils de cantiques soigneusement empilés sur l'étagère. Là, en dessous, elle remarqua un morceau de papier à moitié froissé. Elle le lissa d'un doigt prudent. C'était un autre morceau déchiré du programme de la fête. Dessus, avec le même gribouillage hâtif que précédemment, on pouvait lire « Ce soir, urgent, apportez les verres ». Les lèvres de Miss Marple se pincèrent presque imperceptiblement. Les verres, toujours les verres. Ce léger cliquetis sur le sol du couloir, et puis plus rien. Elle glissa le morceau dans sa poche, remerciant le bedeau pour sa gentillesse. Un échange au presbytère. Sur le chemin du retour, Miss Marple croisa l'inspecteur Pierce qui sortait du bureau du presbytère. Ses sourcils étaient défroncés et son expression exprimait la lassitude. « Encore un article, inspecteur », dit-elle doucement en lui montrant le fragment du programme. Il l'examina en fronçant les sourcils. Le colonel devait donc rencontrer quelqu'un à la sacristie. Quelqu'un lié à ses jumelles disparues. Ça complique les choses. Oui, acquiesça Miss Marple. Les choses sont rarement aussi simples qu'elles le paraissent. Dites-moi, inspecteur, est-il probable qu'un garçon comme Michael Fielding écrive un tel mot? Il est pressé, mais cultivé. Pierce pinça les lèvres. Peut-être pas. Mais le mobile et l'occasion, ils restent entre les mains du garçon. Parfois, dit doucement Miss Marple, l'opportunité appartient à beaucoup, même si elle semble n'appartenir qu'à un seul. Elle le quitta avec cette pensée, comme elle laissait si souvent les hommes, à moitié provoqués, à moitié éclairés. Miss Marple réfléchit. De retour au cottage de Madame Bartlett, Miss Marple s'assit avec son tricot et rassembla ce qu'elle savait. Le colonel Frobisher avait été menacé par plus d'une personne. Charles, certainement. Peut-être le capitaine Harry. Peut-être d'autres encore. Les jumelles étaient au cœur du problème. Pourquoi les avoir apportées? Pourquoi les avoir exigées? Pourquoi ont-elles disparu après le meurtre? La réunion de sacristie était prévue, mais seul le colonel était décédé. Tandis que ses aiguilles cliquetaient doucement, Miss Marple sourit intérieurement. La situation devenait plus claire. Le crime n'était pas dû à un accès de colère soudain, mais à une préparation minutieuse. Et cette main prudente n'était pas celle d'un villageois renfrogné. Bientôt, murmura-t-elle doucement, le masque tombera. C'est toujours le cas. Elle plia soigneusement son tricot. Dehors, la cloche de l'église sonnait l'heure, un son solennel sur les toits silencieux de Willowbrook. Quelque part, dans une de ces maisons bien rangées, vivait un meurtrier qui se croyait en sécurité. Mais Jane Marple savait mieux que ça. Chapitre 9. Une évasion étroite. L'air de septembre devenait plus âcre à mesure que la semaine avançait, les soirées emportant avec elles une légère odeur de fumée de bois.
Willowbrook, pourtant calme en apparence, bouillonnait sous sa surface. Le colonel Frobisher était enterré, le fermier Gill pleurait, et pourtant personne ne se sentait en sécurité. Les voisins fermaient leurs portes plus tôt, et les enfants étaient appelés depuis les ruelles avant la tombée de la nuit. C'est lors d'une de ces soirées que se produisit le troisième incident. Non pas un décès cette fois, mais quelque chose qui s'en rapprochait beaucoup. L'incident du presbytère. Le révérend Topham avait travaillé tard dans son bureau, préparant le sermon du dimanche suivant. Sa femme était allée rendre visite à sa sœur à Much Benham, laissant le presbytère inhabituellement calme. À 9h30, la servante entendit un grand fracas. En entrant, elle trouva le pasteur hébété, étendu par terre, son bureau renversé et un lourd chandelier en laiton à quelques centimètres de sa tête. La pièce sentait légèrement la fumée éteinte. Le vicaire, pâle mais indemne, se contenta de marmonner qu'il s'était levé pour aller chercher un livre, lorsque quelque chose céda. L'inspecteur Pierce, appelé aussitôt, examina la scène avec une attention sévère. « Un chandelier qui tombe ?» dit-il sceptique. « De l'autre côté du bureau ?»« Non, monsieur Topham, ce n'était pas un accident. » L'insinuation s'est rapidement répandue. Quelqu'un avait voulu abattre le vicaire. Alarme de village. Au matin, le village était en émoi. Madame Bartlett déclara que Willowbrook était devenu aussi dangereux que Whitechapel. Madame Howard insista sur le fait qu'elle avait feutre, le danger planait sur l'air toute la semaine. Monsieur Penrose a tonné. La police doit faire son devoir, avant que chaque homme et chaque femme de la paroisse ne soient mis à terre. La suspicion, tel un chien agité, se propageait d'une personne à l'autre. Certains racontaient que Michael Fielding avait été aperçu près de la porte du presbytère après la tombée de la nuit. D'autres désignaient le capitaine Harry, rôdant comme un soldat en campagne. D'autres encore murmuraient que le vicaire était au courant de quelque chose, peut-être des affaires du colonel, et que quelqu'un avait tenté de le réduire au silence. Miss Marple, tranquillement assise dans le salon de Madame Bartlett avec son tricot, ne se joignit pas aux spéculations. Elle posa plutôt une question discrète. « Le chandelier a-t-il été poli récemment ?» Les autres le fixèrent du regard. Madame Bartlett admet qu'elle ne pouvait le dire. Mademoiselle Marple sourit comme si la réponse était sans importance. Pourtant, dans son esprit, la question la piquait, car polir signifiait effacer des empreintes digitales ou les implanter avec soin. Une visite au vicaire. Plus tard dans l'après-midi, Mademoiselle Marple rendit visite au presbytère. Elle trouva M. Topham pâle, mais en pleine convalescence, la tête bandée, l'air encore perturbé. « Je n'arrive pas à comprendre, Mademoiselle Marple, » dit-il. « Pourquoi me voudrait-on du mal ? Je ne suis qu'un humble serviteur de la paroisse. » « En effet, » murmura Miss Marple. « Pourtant, parfois, les serviteurs de la paroisse en savent plus qu'ils ne le pensent. Dites-moi, le colonel s'est-il jamais confié à vous ?» Le vicaire hésita, puis hocha la tête. « Une seule fois. Il a parlé d'un certain document. Il ne me l'a pas montré. Mais il a dit qu'il changerait les choses à Willowbrook. Il était, comment dire, suffisant. Je pensais que c'était sa façon de semer la zizanie. Mais peut-être... » Sa voix s'éteignit, gênée. Les yeux de Miss Marple s'illuminèrent. « Un document. Oui. Et peut-être que celui qui le redoutait le plus craint maintenant ce que vous savez peut-être aussi. » La frustration de l'inspecteur Pierce, informé du témoignage du vicaire, devint de plus en plus troublée. « Nous avons trop de mobiles et trop de suspects, » avoua-t-il à Mademoiselle Marple en arpentant le bureau du presbytère. « Fielding, Harry Frobisher, Charles Howard, chacun avait des raisons, et maintenant celui-ci. Je ne peux pas me contenter d'un seul sans laisser 3 autres en liberté. » Miss Marple le regarda avec une douce sympathie. « C'est souvent le cas, inspecteur. Mais parfois, on découvre que la personne la plus dangereuse est celle dont on parle le moins. Le fil conducteur le plus discret. » Pierce fronça les sourcils. « Et qui cela peut-il bien être ?» Les aiguilles de Miss Marple claquaient doucement. « Disons que c'est la main d'une femme qui, le plus souvent,
remet les choses en ordre. Et parfois, hélas, dans le désordre. L'inspecteur lui lança un regard noir, mais Miss Marple se contenta de sourire. Miss Marple réfléchit. Cette nuit-là, de retour au cottage de Madame Bartlett, Miss Marple posa son tricot et réfléchit. Le colonel avait été tué lors d'une représentation, avec des jumelles d'opéra au centre. Le fermier Gill est mort dans sa grange, réduit au silence au moment opportun. Or le vicaire, gardien des confidences, avait échappé de justesse. 3 coups, chacun soigneusement placé. Ni la témérité d'un jeune garçon, ni le tempérament fougueux d'un soldat. Non, c'était une main patiente, frappant avec un calcul tranquille. Les yeux de Miss Marple se plissèrent légèrement. Elle pensa à Madame Vale de Rosehill, affairée à ses œuvres caritatives, s'immisçant là où on ne la voulait pas. Toujours serviable, toujours présente, et pourtant jamais sujette à suspicion. Oui, murmura Miss Marple. Parfois la charité est ce meilleur déguisement. Elle croisa les mains et s'accorda un instant de repos. Le motif se dessinait, fil par fil, et bientôt la toile se refermerait. Chapitre 10. La dame de Rosehill. S'il était une personne à Willowbrook qui semblait insensible au poids de la peur, c'était Madame Vale de Rosehill. Elle était partout. Elle frappait aux portes avec des listes de souscription, offrait des colis de laine aux pauvres, s'immisçait dans chaque conversation avec l'effervescence joyeuse de celle qui est convaincue d'apporter de l'ordre là où il n'y en avait pas. Pour beaucoup, elle était admirable. Pour Miss Marple, elle était intéressante. À Rosehill, par une fraîche matinée, Miss Marple remonta l'allée de gravier de Rosehill House. C'était une villa soignée, pas vieille mais qui tenait à le paraître, avec des urnes en pierre sur les poteaux du portail et des rosiers grimpants encore en fleurs. Madame Vale en personne l'accueillit avec une chaleur chaleureuse. « Ma chère Miss Marple, c'est très gentil. Vous devez absolument goûter ma gelée de coin. Elle vient de prendre. J'insiste. » Miss Marple, affichant un sourire bienveillant, se laissa introduire dans un salon lumineux. La table était encombrée de papiers, listes d'abonnements, enveloppes et petits paquets soigneusement ficelés. Madame Vale, semblait-il, vivait dans un tourbillon perpétuel d'activités charitables. « Je me demande juste comment tu fais pour y arriver, » dit doucement Miss Marple. « Quelle énergie !» Madame Vale rit, ravie. « Il faut rester occupé. Et les villageois sont si reconnaissants pour les conseils. Livrés à eux-mêmes, ils ne réuniraient jamais 6 pence. Tandis que moi, eh bien, j'ai gagné plus de 3 livres rien qu'à la fête. » Le regard de Miss Marple parcourut la table, apparemment distraitement. Parmi les listes se trouvait une petite bouteille en verre, à moitié pleine d'un liquide clair. Son étiquette avait été retirée, mais une fine trace de papier collant restait collée au verre. Elle ne fit aucune remarque, se contenta d'admirer la gelée de coin et parla chaleureusement des dahlias dans la bordure de Madame Vale. Une vieille histoire. C'est plus tard, alors que la conversation dérivait, que Miss Marple a dirigé les choses avec une habileté tranquille. « Vous devez être au courant des affaires de tout le monde, Madame Vale, grâce à vos bonnes œuvres. Cela me rappelle une dame que j'ai connue autrefois, Madame Pritchard de Little Darning. Elle aussi collectait pour toutes les causes. Elle avait un cœur si généreux. Mais cela lui a causé des ennuis. »« Oh » Le regard de Madame Vale s'éclaira d'intérêt. « Oui, » répondit Miss Marple d'un ton doux. Elle était parfois trop curieuse du contenu des placards. Elle apprenait des choses qui ne lui étaient pas destinées. Et lorsqu'elle essayait d'utiliser ce qu'elle savait à ses propres fins, eh bien, ça donnait lieu à des problèmes. On pourrait presque dire à une tragédie. Madame Vale rit, un peu trop fort cependant. « Bon, on ne doit pas être indiscret, hein. J'essaie simplement de garder le contrôle. » Miss Marple croisa les mains. « Oui, mais parfois, garder le contrôle, c'est un peu trop serré. » Un instant, le silence régna dans la pièce joyeuse. Puis Madame Vale se leva vivement pour aller chercher de la gelée.
le dos bien droit, la détermination de l'inspecteur Pierce. Cet après-midi-là, l'inspecteur Pierce arriva au cottage de Madame Bartlett, la mâchoire serrée, marquée par une détermination lasse. « Je n'ai pas le choix, Miss Marple. Les faits sont trop évidents. Michael Fielding sera arrêté demain. » Madame Bartlett poussa un cri de consternation. « Oh, le pauvre garçon !» L'expression de Miss Marple restait calme, mais son regard était perçant. « On peut parfois arranger des preuves, inspecteur. Une paire de bottes empruntées, un chandelier ciré, un mot glissé. Demandez-vous, à qui profitent de tels arrangements ?» Pierce fronça les sourcils. « Suggérez-vous… » « Je ne suggère rien, » dit doucement Miss Marple. « Je me contente d'observer. » Songez, inspecteur, le colonel Frobisher est mort en tenant des jumelles de théâtre qui ont disparu. Le fermier Gill est mort avant de pouvoir parler librement. Et le vicaire ? Eh bien, quelqu'un craignait ce qu'il pourrait savoir. Chaque pas lève un obstacle, mais qui au final marche librement ? L'inspecteur, irrité mais pensif, ne répondit pas. Une découverte silencieuse. Ce soir-là, Miss Marple était assise seule, examinant les bribes de programme qu'elle avait rassemblées. 2 notes. L'une convoquant le colonel à la sacristie, l'autre exigeant qu'il apporte les lunettes. Des lunettes. Toujours les lunettes. Elle se souvint du petit flacon posé sur la table de Madame Veil, dont l'étiquette avait été décollée. De l'essence d'amande ou quelque chose de bien plus dangereux. Miss Marple pinça les lèvres. Elle en avait assez vu de la vanité et de l'ambition humaine pour savoir que la charité, affichée haut et fort, pouvait cacher une toute autre soif. Miss Marple réfléchit. Tandis qu'elle rangeait son tricot, Miss Marple examina le modèle. Colonel Frobisher, mort, s'est bien curieusement altéré. Le fermier Gill, réduit au silence. Le vicaire, attaqué mais épargné. Michael Fielding, un bouc émissaire commode. Charles Howard et le capitaine Harry, tous deux menacés, tous deux imparfaits. Mais pas, pensait Miss Marple, assez intelligent pour cette toile. Non, la main était prudente, ordonnée, patiente. La main de quelqu'un qui aimait diriger, collectionner et contrôler. Ses yeux s'adoucirent, bien que sa voix fût ferme alors qu'elle murmurait. Ce n'est ni le garçon, ni le soldat, ni même le fils anxieux. C'est celle qui s'occupe des affaires de tout le monde et espère que personne ne s'occupera des siennes. Chapitre 11. L'inspecteur se déplace. L'inspecteur Pierce n'était pas homme à hésiter. Il détestait l'ambiguïté. Il aimait que ses suspects soient clairs, ses dossiers bien ordonnés, ses rapports concis. C'est ainsi que, par un mardi matin gris, sous une bruine épaisse sur les verres, il remonta le chemin qui menait au cottage des Fielding, l'air d'un homme sur le point d'achever ce qu'il avait commencé. Michael, maussade et pâle, attendait. Sa mère s'accrochait à son bras, les yeux rougis par les larmes. Les villageois se rassemblaient discrètement dans les embrasures des portes, observant derrière les rideaux, murmurant que justice était enfin rendue. Pierce s'exprima avec une courtoisie ferme. « Michael Fielding, je vous demande de m'accompagner au poste. Vous serez interrogé plus en détail sur la mort du colonel Frobisher et de M. Gill. » Madame Fielding poussa un cri étranglé. Michael ne dit rien. Il serra simplement la mâchoire et se laissa entraîner. Il semblait, selon toute apparence, que l'affaire était réglée. Miss Marple intervient. Mais Jane Marple, qui avait observé la petite scène depuis la fenêtre du salon de Madame Bartlett, n'était pas de cet avis. Elle laissa son tricot de côté, joignit les mains et parla de son ton le plus doux. « Ma chère Madame Bartlett, il est grand temps que je rende visite à l'inspecteur Pierce. Les choses ont bien assez avancé. » Elle arriva à la gare juste au moment où Pierce préparait ses notes. Il la reçut avec une politesse forcée. « Mademoiselle Marple, je respecte votre intérêt, mais l'affaire est en cours. Le garçon avait un mobile, une opportunité, et les preuves sont claires. » « Vraiment ?» Les yeux bleus de Miss Marple étaient doux, mais perçants. « Pardonnez à une vieille femme, inspecteur, mais j'ai toujours pensé que les preuves trop évidentes étaient généralement arrangées. Et l'arrangement, je crois, n'est pas l'affaire des garçons. »
Pierce fronça les sourcils. « Tu as quelque chose à dire ?»« Oui. J'aimerais vous raconter une petite histoire, à propos d'une femme que j'ai connue à St. Mary Mead, Madame Weatherby, une personne très travailleuse. Elle organisait tout, les brocantes, les sorties de la chorale, les fleurs de l'église. Elle aimait se rendre indispensable. Mais, inspecteur, ces femmes se donnent parfois trop de mal. Elles en apprennent trop sur les secrets des autres, et lorsqu'elles agissent en conséquence, cela peut être très destructeur. » Les yeux de Pierce se plissèrent. « Tu parles de Madame Vale. » Miss Marple inclina la tête, comme si le nom venait de lui venir à l'esprit. Elle en avait toutes les chances. Elle était derrière les stands à la fête. Elle manipulait les bouteilles et les listes. Elle pouvait facilement se procurer de l'essence d'amande, ou n'importe quoi d'autre convenablement déguisé. Et elle était dans le hall, affairée, lorsque le colonel est mort. Pierce semblait sceptique, mais troublé. « Et son mobile ?»« Le contrôle, » dit doucement Miss Marple. Le colonel n'était pas homme à se laisser diriger. Il menaçait son autorité comme il menaçait les autres. Le fermier Gill résistait à ses manigances. Le vicaire en savait trop. Mais Madame Vale, si je ne me trompe, tient à sa position avant tout. Elle ne prendrait pas de risques. Pas alors qu'elle pouvait si habilement écarter les obstacles et laisser les soupçons se porter ailleurs. Un test de nerf Pierce se frotta le menton. Ce ne sont que des suppositions, Miss Marple. Peut-être, mais on peut vérifier les conjectures. Elle se pencha en avant, d'un ton doux mais ferme. « Permettez-moi de parler à Madame Vale. Non pas comme un policier, mais comme une amie. Vous verrez bien ce qui en résultera. » Après une pause, l'inspecteur hocha la tête. « Très bien, mais je vous écoute. » À Rose Hill une fois de plus. Cet après-midi-là, Miss Marple revint à Rose Hill. Madame Vale, dans sa robe bleue impeccable, l'accueillit avec sa chaleur habituelle, même si son sourire était un peu trop figé. « Ma chère Miss Marple, vous êtes infatigable. Encore un pot de confiture de coin? Laissez-moi vous en préparer un. » Miss Marple accepta l'offre avec un petit rire, puis elle parcourut du regard le salon animé, avec ses listes, ses papiers et ses bouteilles. « Tu portes tant de fardeaux, » dit-elle doucement. « Et pourtant, tu les gères si bien. Même le colonel Frobisher ne pourrait résister à ton énergie. » Madame Vale se raidit. Le colonel Frobisher était obstructionniste. Il se moquait de mon travail, me discréditait à chaque instant. C'était intolérable. « Oui, » murmura Miss Marple, « et ainsi vous vous êtes débarrassé de lui. » Les mots tombèrent avec une certitude tranquille. Madame Vale laissa échapper un rire sec. « Ma chère madame, vous ne pouvez pas vouloir dire. » Mais ses yeux brillaient, la trahissant. La voix de Miss Marple resta douce. « Vous aviez soigneusement planifié le cordial, les jumelles, le mot. Vous pensiez que cela avait été écrit par quelqu'un d'autre. Et le fermier Gill, il aurait parlé de querelle. Le vicaire aussi. Il était au courant du document. Mais Michael Fielding, un garçon est toujours utile pour accuser quelqu'un. On préfère un simple méchant. » Madame Vale se leva brusquement, les mains tremblantes. « Vous osez m'accuser. »« Pas moi, » dit doucement Miss Marple. « L'inspecteur. Il a tout entendu. Mais je voulais voir votre visage quand la vérité serait dite à voix haute. Cela en dit plus que n'importe quelle liste, ou n'importe quelle gelée. » Derrière elle, la porte s'ouvrit doucement. L'inspecteur Pierce entra. Le sang-froid de Madame Vale vola en éclats. Elle s'affaissa un instant sur sa chaise, le visage blême. Puis, avec un rire amer, elle dit « Eh bien, à quoi vous attendiez-vous? Il faut être pragmatique. Un village, ça se gère, et certains hommes sont incontrôlables. » Sa voix se brisa. « Je voulais juste que ce soit propre. » Miss Marple réfléchit. Plus tard, tandis que l'inspecteur prenait ses dispositions formelles, Miss Marple était assise tranquillement dans le salon de Madame Bartlett, son tricot une fois de plus en main. « C'est toujours pareil, » dit-elle doucement. « Les gens pensent que le meurtre est une ruse, mais c'est la nature humaine, et elle n'est jamais aussi rusée qu'elle le croit. »
Il suffit d'y regarder assez longtemps pour que le schéma se dessine. Madame Bartlett frissonna. Dire que tout ça se passe sous notre nez. Elle m'a apporté de la confiture la semaine dernière. Miss Marple sourit faiblement. Oui, ma chère. Et c'est comme ça. Le mal arrive souvent bien emballé, avec un ruban dessus. Chapitre 12. La grande révélation. À Willowbrook, la coutume voulait que, lors d'un événement important, on se réunisse à la salle paroissiale. Il en était ainsi pour les fêtes, les concerts et les thés à l'église. Et c'était encore le cas aujourd'hui, bien que l'occasion fût plus sombre que jamais. L'inspecteur Pierce avait convoqué les principaux villageois. Le vicaire, pâle mais remis de son épreuve, était assis à côté de sa femme. Monsieur Penrose était là, figé par la désapprobation. Madame Howard serrait la main de son fils d'un air théâtral. Madame Bartlett, agitée et inquiète, était assise près de mademoiselle Marple, comme si la présence calme de la femme plus âgée pouvait la calmer. Et au fond de la salle, madame Vell était assise, d'apparence calme, même si ses yeux trahissaient la tension de la dernière journée. L'inspecteur Pierce se leva d'un ton grave. « Mesdames et messieurs, je vous ai convoqués pour entendre la vérité sur les récents événements de Willowbrook. Cette vérité, je dois l'admettre, a été révélée non seulement par mes propres efforts, mais aussi grâce à la remarquable perspicacité de mademoiselle Jane Marple. » Tous les regards se tournèrent vers la petite silhouette coiffée de son chapeau élégant, assise sereinement, les mains jointes sur ses genoux. Miss Marple inclina modestement la tête et commença d'une voix douce et pourtant pleine de force. « La mort du colonel. Le colonel Frobisher, dit-elle, n'était pas un homme facile. Il s'était disputé à beaucoup d'entre vous. Mais son meurtre n'était pas l'œuvre de la colère, ni de la jeunesse, ni de soldats revenus de l'étranger. C'était l'œuvre de la patience, du calcul et d'une certaine vanité, celle de vouloir être indispensable. Le colonel fut attiré par un mot dans la sacristie pendant la fête. Là, on lui demanda d'apporter une paire de jumelles. Elles n'étaient pas à lui. Il se moquait de l'idée même de telles choses. Mais il les avait empruntées. Je crois qu'il les avait empruntées à madame Vell. Elles étaient à l'appât, car tant qu'il les détenait, personne d'autre ne pouvait en réclamer la perte. Ainsi, à sa mort, elles disparurent comme par hasard. Madame Vell bougea, ses lèvres serrées, mais Miss Marple continua, calme comme toujours. Le fermier Gill et le vicaire. Le fermier Gill en savait trop. Il avait parlé des querelles du colonel, et peut-être avait-il deviné où portaient les soupçons, et ainsi lui aussi fut réduit au silence par un accident simulé dans sa grange. Mais la lanterne était trop soigneusement placée, les traces trop délibérées. Le vicaire fut le suivant. On lui avait parlé d'un document, un testament ou quelque chose de similaire, qui pourrait changer la situation à Willowbrook. Il n'en connaissait pas le contenu, mais madame Vale craignait qu'il ne le découvre. C'est ainsi qu'un chandelier fut projeté à terre. Ni chance ni hasard, une tentative qui échoua uniquement grâce à l'intervention de la Providence. Le vicaire baissa la tête, ses lèvres remuant silencieusement en prière. Le mauvais suspect, pendant tout ce temps, poursuivit Miss Marple, les soupçons se portaient sur le jeune Michael Fielding. C'était facile. Il était maussade, endetté, un garçon de mauvaise réputation. Ses bottes étaient marquées, mais on peut en emprunter. Des notes étaient écrites, mais d'une main qui ne lui appartenait pas. Il était censé être le bouc émissaire, tandis que la véritable main restait cachée. La mère de Michael, assise au fond, poussa un sanglot de soulagement. « La psychologie du meurtre, et nous voici, » dit doucement Miss Marple, chez madame Vale, une dame à l'énergie infatigable dont l'intervention était présente dans tous les comités, dont le regard voyait chaque liste, dont la voix résonnait dans chaque foyer. Elle paraissait inoffensive, voire serviable, mais elle était en vérité la seule personne à avoir à la fois accès aux affaires et motivation. Elle se procurait de l'essence d'amande au stand de la fête, elle rangeait les billets, elle plaçait les verres, elle faisait taire ceux qui risquaient de la dénoncer, et pendant tout ce temps,
Elle était persuadée que personne ne la soupçonnerait, car qui soupçonnerait la charitable et affairée dame de Rose Hill? Miss Marple marqua une pause, son regard posé sur madame Veil, dont le sang-froid finit par se fissurer. Ses épaules s'affaissèrent, son souffle devint saccadé. « Oui, » dit madame Veil avec amertume, « je l'ai fait. Il s'est moqué de moi, m'a contrarié, m'a traité comme une moins que... rien. J'ai fait de ce village ce qu'il est, l'ordre, les cotisations, les bonnes œuvres, et il aurait tout détruit. Je devais agir. Et Jill, et le vicaire, ils m'auraient ruiné aussi. Je voulais juste que tout soit en ordre. Conséquence. Il y eut un hoquet collectif. Madame Howard s'évanouit, bien que son fils ait levé les yeux au ciel. Madame Bartlett s'essuya les joues avec un mouchoir. Monsieur Penrose murmura d'une voix sombre. Les femmes dans les comités. L'inspecteur Pierce s'avança d'une voix ferme. Voilà qui suffit comme aveu. Madame Veil, vous devez m'accompagner. Elle se leva, fière même dans la défaite, et se laissa emmener. Miss Marple réfléchit. Lorsque la salle se fut vidée, Miss Marple resta un instant de plus, les mains jointes. Madame Bartlett la regarda avec admiration. « Dire, Jane, que tu as tout vu. » Miss Marple sourit faiblement. « Oh, pas tout, ma chère. On ne voit jamais tout. Mais la nature humaine, à Willowbrook, est à peu près la même qu'à St. Mary Mead, ou n'importe où ailleurs. Les gens cachent leur motivation, mais ils ne peuvent s'empêcher de se montrer, si l'on observe avec suffisamment de discrétion. » Elle se leva, prit son sac à tricot et se prépara à repartir sous la bruine. La vie, elle le savait, reprendrait son rythme. Jardins entretenus, gâteaux cuits, ragots murmurés. Mais au-delà de tout cela, le souvenir persisterait. Un rappel que le mal peut arriver, net et souriant, enveloppé d'un ruban de bonnes œuvres. Et Miss Marple, avec sa douceur, avait une fois de plus tiré le ruban pour révéler la vérité. Chapitre 13. Les conséquences. Le lendemain de la confession de madame Veil, Willowbrook se réveilla dans un étrange silence. Ce n'était pas le calme paisible d'un village tranquille, mais le silence feutré qui suit un orage. Les rideaux s'agitèrent avec précaution. Les portes s'ouvrirent, puis se refermèrent. Pour une fois, la cloche de l'épicier ne sonna qu'à moitié. Même les corbeaux dans les ormes du presbytère semblaient m'encroasser avec retenue. Le mal, une fois révélé, laisse sa marque, et même si les villageois ne le disent pas clairement, ils le ressentent profondément. Des ragots sans gaieté, madame Bartlett fut naturellement parmi les premières à aborder le sujet. Mais même elle, dont l'appétit pour les détails villageois était habituellement insatiable, s'exprima avec une sobriété inhabituelle. « Dire, dit-elle à Miss Marple tandis qu'elle prenait leur thé du matin, qu'elle est venue dans mon salon avec ses listes et sa confiture, avec un sourire irrésistible, et nous l'avons remerciée pour cela. Ça donne des frissons. » Miss Marple se versa une autre tasse, d'un